Qu'est-ce que tu bois là? Un Perrier? C'est de la vodka. Non, je déconne, c'est Italian Sparkling Water. Le cascadeur français d'Hollywood est ici. Regardez ça, les gars. Regardez ça, regardez ça. Tu es toujours fou. Tu t'es cassé de Los Angeles? Bah ouais, j'ai fait comme beaucoup de gens l'année dernière. Enfin, moi, je suis parti il y a un mois. En Hmm. fait, je sais pas si toi tu le vois, parce que toi, t'es où? T'es à Thousand Oaks? C'est là que tu es Moi, ou je suis dans le tu es où nord de exactement? LA. C'est quoi le nom de la Je, ville? je suis dans le nord. Je suis à Westlake Village, Thousand Oaks. Westlake Village. Ouais, Yeah, Thousand Oaks. ouais, Et là-bas, je sais pas comment c'est, mais LA, c'est devenu un shithole, comme on ouais, dit. Et du coup, tout le monde se casse. C'est assez triste la situation. Avec ma copine, on s'est dit que ça faisait plus de sens de rester. ouais. Mhm. Et du coup, on est venu essayer la Floride pendant un an. Et puis, si ça nous plaît, ben, on va rester, quoi. Donc, ça fait un an que je suis là. Je suis pas à Miami même. Je suis à 1 heure, Fort Lauderdale. Hmm. Et voilà, quoi. Je me casse dans pas longtemps, moi aussi. Tu vas où? Je vais au Texas. Je vais dans un coin calme. Je vais sortir de tout ça. Je vais garder ma famille. Je suis dans un bon coin. J'ai de la bonne bouffe. J'ai ma gym. Je fais ce que je fais. Je suis cool. Alors, Emilien, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Et aujourd'hui, Ouais. j'aimerais partager le succès d'un Français que j'ai rencontré presque 15 ans ou 16 ans. Alors, c'est drôle que tu dis ça. C'est que ça fait 16 ans. Et j'ai envie de dire, ça fait 16 ans presque à un jour près. C'est-à-dire, il me semble qu'on s'est rencontrés le 23 février 2006 à Los Angeles. Waouh! Et aujourd'hui, c'est le Et 22 aujourd'hui, février. c'est le 22. C'est le Donc, 22. je suis pas sûr si on s'est rencontrés le 22 ou le 23, mais ça fait presque 16 ans à un jour près. Je me rappelle comme aujourd'hui, tu étais avec ton copain, Tim Mac, Greg, et, Greg, ouais. et Julien vous avez ramené chez moi pour vous présenter. Et j'ai été ébloui par les choses que tu faisais. Et ton rêve était de devenir acteur et cascadeur dans les films d'Hollywood. Voilà, à l'époque, c'était mon rêve. Moi, je viens d'une petite ville, Millau, dans le sud de la France. Et à l'époque, j'étais étudiant à Montpellier. Et on était venu aux États-Unis avec mon pote Greg et on avait rencontré Julien donc l'année auparavant, je crois que c'était 2005. Et toi, tu avais ce projet de Jamcore Training à l'époque. Donc, tu étais vachement en avance sur le monde. Et tu lançais ça et tu nous avais proposé de faire partie de ton équipe. Donc, on était venu à LA pour faire ces petits tournages d'entraînement sur iPod, la version française. Ouais, Parce qu'à l'époque, l'anglais, c'était pas encore ça pour moi. Et voilà, ouais, je me rappelle, c'était exactement il y a 16 ans. c'était super, on a passé du bon temps. Donc rapidement, je voulais te parler de... Parce que c'est la musculation en quelque sorte qui t'a inspiré à commencer ce que tu es en train de faire maintenant. Parle-nous de tes débuts. Comment tu as commencé? Bah déjà, moi, j'ai commencé par les arts martiaux hyper jeune. Je crois que j'avais 7 ans, il me semble. 7 ans, et j'étais quelqu'un de assez timide, réservé. Mes parents, ils voulaient régler ce problème. Du coup, on leur avait conseillé que je fasse du judo ou du taekwondo, du karaté.
Et du coup, j'ai choisi le taekwondo et je suis tombé complètement amoureux de la discipline. Et de là, en faisant du taekwondo, après, j'ai commencé à regarder des films d'arts martiaux, des films d'action. Et c'est ça qui m'a inspiré à venir un jour aux États-Unis et travailler dans ce milieu en fait qui m'a fait tant rêver quand j'étais gamin, quoi. Et la muscu, j'ai commencé aussi. Bah, tu sais, tu regardes des films de Van Damme, de Stallone, de Schwarzy, et bah, tu te rends compte que pour faire du cinéma d'action, il faut aussi faut aussi avoir un physique. Mm. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé la muscu, mais j'ai commencé assez tard. J'ai commencé à 19 ans. Mais bon, je m'entraînais avec bodyweight training toute mon adolescence, et les poids, tout ça, j'ai commencé à 19 ans. Ce qui me fait marrer, c'est ton physique. C'est que toi, je te connais, tu as toujours été naturel. Et lorsque les gens te voient, ils disent, ah lui, il est chargé. Et moi, je leur dis, ce mec, j'ai jamais vu quelqu'un aussi naturel que cette personne. Tu t'entraînes comme un malade. Lorsque je venais à Ghost Gym pour filmer des vidéos, tu étais toujours là-bas, soit que tu t'entraînais, soit que tu étais en train de boxer ou en train de frapper les sacs, ou tu faisais quelque chose. Et tu avais cette vision incroyable, mais incroyable pour réussir. C'est pour ça que vraiment, chapeau, hein. Et tu as réussi. Tu as réussi, tu as fait des films avec beaucoup de personnes. Donc, je voudrais parler de comment tu as commencé à rentrer dans Hollywood, la première audition que tu as faite, ta première apparition dans les films. Vas-y, raconte-nous. Déjà, ça a été tout un bordel pour venir aux États-Unis, hein. Quand tu es étranger, tu sais à quel point c'est compliqué. Déjà de venir aux États-Unis et puis d'avoir le droit de travailler aux États-Unis, tout ça, c'est un bordel. Mais le premier tournage que j'ai fait aux États-Unis, c'était un tout petit film indépendant. En fait, je venais d'arriver, ça faisait 3 mois que j'étais là, et mon roommate, il était chorégraphe de cascade pour un tout petit film indé qui était à peu près à 200 000, 300 000 dollars de budget. Et il m'a dit, mais attends, ben, je vais te proposer au réalisateur pour faire une chute arrière, parce que tu sais, je faisais beaucoup cette chute où je Oui, je me tombais rappelle. sur le chest. Et il me dit, il faut que tu fasses ça dans le film. Et du coup, il m'a présenté au Réal, et moi, je parlais à peine anglais à l'époque. Et le Réal m'a dit, bon, ok, ouais, elle est super cette chute. Par contre, il y a une ligne de dialogue en anglais. Et du coup, il m'avait donné cette ligne. Et à l'époque, j'avais un accent horrible, un accent français horrible. Et du coup, bah, ça a été mon premier job, quoi. Alors, j'ai plus galéré à l'époque à la façon de dire, enfin, à dire mon texte en anglais que la chute que je savais faire. Tu vois, le texte, c'était hyper intimidant pour moi. Et voilà, ça, c'était vraiment ma première expérience aux États-Unis. Mais tu sais, ce qui est cool avec ça, c'est que Van Damme avait déjà ouvert les portes pour toi et tous les autres, parce que même lui, il avait un accent. Et Ouais, c'était dans ta tête que ça te stressait parce que tu voulais être l'acteur américain avec l'accent américain. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est là où ça va te rendre encore plus spécial pour la personne qui est en train de regarder. Non seulement une cascade incroyable, mais il a l'accent français. Pour les femmes, super sexy. Les hommes vont te détester. Regardez le mec, en plus, il est français. ouais, ils vont me Donc, critiquer. qu'est-ce que tu as eu comme film après ça? Bah, après ça, c'était vraiment mon tout premier film, et j'avais même pas encore mon visa de travail aux États-Unis et tout. Et je me suis servi de ce film-là. Et après, je commençais à envoyer mes démo reels, tu vois, à des coordinateurs de cascade aux États-Unis, en France. Et j'ai envoyé mon démo reel à un coordinateur de cascade en France. C'était le coordinateur de Banlieue 13 Ultimatum. Hmm. Donc, Banlieue 13, à l'époque, c'était un film moitié parcours, moitié action avec David Bell et Cyril Raffaelli. Et du coup, le mec m'a appelé, il m'a dit, bah, viens, tu vas faire une semaine de tournage sur Banlieue 13, mais il faut que tu sois à Paris. Donc, du coup, bah, je suis reparti à Paris. Hmm. J'ai tourné pendant une semaine. Et après, bah, je me suis servi de l'expérience que j'ai eue aux États-Unis et l'expérience que j'ai eue en France pour avoir un visa d'artiste aux États-Unis.
Donc Et ça, c'était ma deuxième expérience. tu sais, ce qui est cool avec ça, c'est que regarde comment les choses n'arrivent pas juste au hasard. Exact. Tu as débarqué aux États-Unis avec le rêve. Tu croyais que le rêve va se réaliser avec le travail que tu allais faire aux États-Unis. Tu repars en France, tu as un travail là-bas qui va te permettre d'avoir ton visa et aussi continuer à travailler aux États-Unis. C'est pour ça que c'est très, très important de ne jamais dire non au travail au début. Et c'est ce que j'essaie de dire aux gens. Il faut sacrifier, il faut travailler gratuitement parce que vous êtes en train de gagner l'expérience et c'est ça qui va vous permettre vraiment d'évoluer. Je suis tout à fait d'accord et c'est ce que j'ai fait. Le premier projet dont je t'ai parlé, j'ai même pas voulu être payé en fait, parce que à l'époque, ben, j'avais même pas mes papiers et j'ai même pas voulu être payé. J'ai fait que pour le exposure, comme on dit, et pour rentrer, pour apprendre du métier et tout. Et ça m'a servi après pour avoir mon visa. Donc ouais, faut semer un maximum de graines et ces graines vont pousser et c'est avec le temps que tu vas voir les résultats, quoi. Des fois, tu rencontres une personne et cette personne, bah, il ne se passe rien pendant des années, puis au bout de quelques années, cette personne va te rappeler. Donc, c'est comme tu dis, c'est très important quand vous êtes jeune. À un moment après, tu ne veux plus le faire, tu ne veux plus bosser gratuitement. Mais au début, quand tu commences quelque chose, tu dois être OK avec le fait de travailler gratuitement. Comme ça, tu apprends, tu es sur le terrain, tu apprends et tu rencontres des gens, tu fais des contacts, etc. Quoi. Donc, oui, voilà, c'est exactement ça. Quoi. Raconte-nous le jour où tu as été approché par Scott Adkins pour faire Boyka avec lui. Ouais, bah en fait, c'est pas Scott Atkins. Et ça va revenir à ce qu'on vient de Je vais dire. parler de la C'est pas, situation de Scott Adkins, mais vas-y pas. non, c'est pas Scott Atkins qui m'a contacté. En fait, en 2000, pareil, en 2010, ou 2000, ouais, c'est ça, 2010, j'ai fait un workshop d'acting avec le réalisateur de Boyka, donc Isaac Florentine. J'ai fait ce acting workshop et, et auparavant, je lui avais envoyé plein d'emails, je l'avais fait chier à lui envoyer mes démos et tout. À chaque fois, il me répondait poliment. J'avais même demandé qu'il m'écrit une lettre pour l'immigration, pour m'aider à avoir mon visa. Il m'avait dit non, tu vois, parce que le mec ne me connaissait pas. Et, euh, et bref, j'avais fait chier. Puis après, je vais à ce cours de acting et je vais me présenter et je lui dis, bah, je ne sais pas si tu te rappelles de moi, mais je t'ai envoyé plein de mes démos, etc. Et il me dit, ah ok, oui, oui, je me rappelle très bien. On a parlé pendant une demi-heure et il m'a dit, un jour, on travaillera ensemble. Il m'a dit ça en 2010. Je dis, OK, fucking Hollywood bullshit. Tu vois, les gens, ils font que te donner des promesses et c'est sans arrêt la même chose. Donc, moi, je dis ça, OK, après, j'oublie complètement. Et le mec, 5 ans après, il m'écrit sur les réseaux sociaux et il me dit, ah, Emilien, j'ai un rôle pour toi. Et il me dit, c'est en Bulgarie, c'est pour la suite de Boyka. Et donc, du coup, je vais en Bulgarie. Et là, je rencontre Isaac et il me regarde dans les yeux et il me dit, tu vois, je t'avais dit qu'on allait travailler ensemble. Donc, encore une fois, tu vois, ça montre à quel point tu dois, si tu veux réussir dans n'importe quel domaine, tu dois planter des graines sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et les résultats, ils viendront peut-être 5, 10, 15 ans après, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu le rôle de Boyka. Et qui à l'époque, même si c'est un petit film, c'était énorme pour moi parce que c'était vraiment un film qui m'a inspiré
quand j'étais à Montpellier et que j'avais vu la version, enfin number 2, tu vois, parce qu'il y a 3, celui-là c'est le 4, donc j'avais vu le Boyka number 2 et je m'étais dit, il faut que je sois dans la suite de ce film. Et donc, je n'ai pas été dans le 3, mais j'ai été dans le 4 qui s'est tourné en 2015. Wow! Voilà. Donc, le premier Boyka que tu avais vu, c'était à Montpellier. C'était à Montpellier, en fait, à Boyka, le numéro 2, qui a été réalisé par Isaac Florentine, donc le mec que j'avais rencontré en workshop, et avec Michael J. White en rôle principal et Scott Adkins dans le rôle du méchant qui était Boyka. Et en fait, si tu veux, ce film a tellement… le personnage de Boyka est devenu tellement iconique, je ne sais pas si on dit ça en français, qu'ils ont fait des films basés sur ce caractère-là, quoi. Mais moi, ouais, j'avais vu ce film-là en 2006. J'étais étudiant à Montpellier et quand j'ai vu les fight scenes de ce film, elles défonçaient tout pour moi à l'époque. Je me suis dit, c'est exactement le style de fight que je veux faire parce que les mecs étaient super balèzes, super en forme et ils faisaient du MMA mélangé à des acrobaties, etc. Et enfin, moi, c'était vraiment… je voulais être dans un film comme ça. Et bah, ouais, presque 9 ans après, j'ai été dans un film, dans la suite. Donc, tu avais cette vision d'être dans ce film toute ta vie. Du moment où tu l'avais vu, tu voulais être dedans. Tu avais cette vision. Ouais. Mais comme tu dis, en fait, c'est presque toute ma vie parce que même avant que ce film existe, moi, je voulais être ce mec-là qui est à la fois hyper athlétique, avec un physique quand même conséquent, hyper athlétique et qui sache faire un mélange d'arts martiaux et d'acrobatie. Donc, ouais, c'était vraiment le type de fight que je voulais faire, quoi. Donc, des fois, la vie, c'est marrant parce que bah, des fois, tu visualises quelque chose et puis on te donne exactement ça, quoi. C'est fou, ouais. C'est ce que j'étais en train de penser. Je dis, waouh, il a pensé à ça, il l'a eu, mais bien sûr, tu ne l'as pas eu juste comme ça, tu as travaillé pour l'avoir. Donc, ta première rencontre avec Scott Adkins, dis-nous. Bah, c'était la première rencontre, c'était en fait, je suis arrivé dans l'hôtel et moi, j'étais complètement flingué par le décalage horaire parce que je crois que Los Angeles, Sofia, Bulgarie, c'était peut-être 20 heures de voyage, peut-être une journée de voyage avec un arrêt à Istanbul et tout. Bref, j'arrive, je suis complètement décalé, flingué. Je rentre dans l'ascenseur et je vois Scott Adkins habillé en boyka comme ça. Et du coup, je le regarde et j'osais même pas à l'époque, j'étais un peu plus impressionnable que maintenant. J'osais même pas me présenter à lui et c'est lui qui a dit, ah, toi, t'es Emilien? Ah ouais, on se voit en rehearsal tout à l'heure. Et après, il est parti et voilà, après, j'ai revu en répète, quoi. Voilà. Donc, parle-nous de ce qui s'est passé. Il est devenu ton copain. Et après, Bah, qu'est-ce qui s'est passé? non, mais en fait, je vois à quoi tu fais référence. C'était assez bizarre parce qu'il était hyper cool pendant le tournage et il m'avait dit, bah, on se revoit quand tu es à LA, etc. Et après, bah, du coup, il m'a dit, envoie-moi un message sur Facebook. Et donc, je lui avais envoyé ce message. Et en fait, je m'aperçois que bah, le mec m'avait bloqué. Et du coup, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi il m'a bloqué, quoi. Et ça a duré quelques temps, mais finalement, après, il m'a quand même suivi sur Instagram. Et depuis, bah, c'est normal. Enfin, je lui parle pas souvent, mais bon, depuis, Mais, on se suit, on se follow. Des fois, il like mes trucs, etc. mais tu m'avais dit qu'il t'a demandé de lui apprendre un kick ou quelque chose que tu faisais, c'est ça? Ah non, mais il m'a demandé un conseil parce que moi, il y a un kick que je faisais bien, c'était… ben, c'est quelqu'un de hyper humble, hein, Scott Atkins. Il est vraiment humble malgré qu'aujourd'hui, il n'y a pas de remplaçant à Jean-Claude Van Damme, tu vois. Bien sûr. Mais aujourd'hui, si on pense à un remplaçant de Jean-Claude Van Damme, c'est Scott Atkins. Donc, il a quand même un statut, dans le monde des arts martiaux et dans le monde du cinéma des arts martiaux. Mais bah, il m'avait demandé des conseils pour faire le Cheat 900 que je faisais toujours assez bien, mais que je faisais plutôt bien à l'époque.
Et non, j'ai trouvé que c'était assez. Il m'a demandé des conseils là-dessus parce il voulait le faire dans le film. Et moi, j'ai dû trouver une autre technique parce qu'on avait le droit à une technique chacun. Moi, j'ai dû trouver une technique que je savais moins bien faire parce que lui, il voulait que Lui ce qui fait soit le lui qui tien. fasse cette technique. Mais c'est normal. En même temps, c'est son film. Il doit briller hein, parce que bah, les gens, Exactement, c'est ce que j'allais ils dire. viennent voir Boyka. Mais Du il coup, bah, apprend c'est ton ça. mouvement, il te demande ton mouvement, et après il le fait, et toi, tu l'as pas fait. Bah non, non, non. Mais moi, je l'ai pas fait. Mais c'est ça le jeu, si tu veux. C'est le jeu dans le Hollywood. cinéma. Souvent, on t'engage. C'est surtout quand tu es cascadeur ou quand tu débutes et que tu n'as pas de nom, même si tu fais des trucs de fou, hein, il y a des mecs qui font des trucs de fou, mais on les engage dans le film et on va leur faire faire. Ils vont faire une roulade. Tu vois, t'es engagé pour tes skills, mais c'est pas toi qui dois briller. En fait, tu es au service du film, tu vois. Donc, c'est normal que ce soit la star qui brille ou les personnages principaux. Du coup, enfin, j'ai pas vraiment de mal, j'ai pas vraiment de problème avec ça, c'est normal, tu Ah vois. non, je sais que tu n'as pas, je te connais. Donc maintenant que tu as, après Boyka, qu'est-ce que tu avais fait comme film? Bah, après, j'avais doublé Jean-Claude aussi. J'ai doublé Ah ouais? Jean-Claude sur 2 projets. Ouais, ah, tu Donc, savais pas? je ne le savais pas, sérieusement. Je sais que Non. Julien avait une connexion avec lui. Il entraînait sa femme et sa fille. Il lui parlait. Et Julien, j'ai fait son podcast la dernière fois. Il me dit à lui, alors lorsqu'il te voit, oui, on va faire un film ensemble. Après, pop, il disparaît. Raconte-nous comment ça s'est passé avec Jean-Claude. Bah, Jean-Claude, c'est pareil, comment je suis venu à le doubler, c'est qu'il cherchait un double à l'époque quand il a fait il faisait sa série qui s'appelait Jean-Claude Van Johnson. Donc, Hmm. c'était un peu le retour de Jean-Claude Van Damme à Hollywood, tu vois, parce qu'il faisait ce show pour Amazon. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est un show qui est plutôt marrant d'ailleurs. Je ne connais pas. Assez sur la dérision. C'est un peu comme JCVD, tu vois, le film, Hmm. mais encore plus euh, délirant, quoi. C'est hyper caricatural. Et Hmm. bref, il cherchait un double à Los Angeles. Et il y a un mec qui lui a filé des démo reels de plusieurs personnes et il a bien aimé ce que je faisais. Il trouvait que j'étais un bon fit pour le Pour doubler. lui, ouais. Pour lui, et du coup, il a dit, bah, c'est ce mec-là, je veux qu'il me double pour Jean-Claude Van Johnson. Et du coup, après, je l'ai rencontré. Moi, je l'avais déjà rencontré à l'époque, mais il ne se rappelait plus vraiment de moi. Hmm. Et je l'ai rencontré avant le projet. Et voilà, quoi. Bah, c'est Jean-Claude. Hein. C'est super. Tu as vu comment tu te Ouais. retrouves à les rencontrer et tout. C'est incroyable. Et ouais. Bah, Jean-Claude, moi, j'avais des posters de lui dans ma chambre, étant gamin, adolescent. Je suis venu aux États-Unis parce que bah, même si tu n'en parles pas, tu veux faire comme lui, comme tout le monde, en fait. Il y a plein de gens qui sont venus aux États-Unis, que ce soit des francophones, anglophones ou de n'importe quel pays qui veulent faire comme Jean-Claude Van Damme. Il incarnait le rêve américain pour les non-anglophones. Et Hmm. du coup, bah, moi, j'étais hyper fan de lui quand j'étais gamin. Et ça a été un honneur de bosser avec lui. Donc, j'ai bossé avec lui sur 2 projets. Après, c'est quelqu'un, tu sais, comme tu peux le voir à la télé, tu vois, c'est le même que tu vois en interview. Il est un peu hyper actif. Donc, du coup, c'est pas toujours évident de bosser avec lui. Mais bon, après, ça reste un mec que j'admire et qui est un mec super. Je trouve c'est un mec qui a un bon fond. Ouais, tu sais, je l'ai vu à la télé en France en train de parler tellement, tellement intelligent. Et ce qui me faisait marrer, c'est que les gens se foutaient de sa gueule alors que ils n'arrivent même pas à comprendre comment il pense dans cette vie. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça, Il est super cool. c'est Moi, je ça. trouve qu'il est super, super cool, très, très intelligent. Il n'est pas con. OK? Et pour Non, arriver là où il est arrivé, il faut c'est pas le temps, s'accrocher. hein. C'est pas le Euh, temps. déjà, je ne sais pas si aujourd'hui, il y en aura qu'un de Jean-Claude Van Damme parce que de nos jours, je trouve il y a plus d'icônes, tu vois, parce qu'il y a trop de projets maintenant. À l'époque, dans les années 90, il y avait moins de projets. Donc, d'avoir une personnalité qui a le même impact que Jean-Claude de nos jours, ça va être extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais moi, je suis d'accord avec toi, il est hyper intelligent, il est hyper curieux.
Le seul problème qu'il a, c'est qu'il a du mal à s'exprimer en français parce qu'il parle anglais plus que français. Et du coup, quand il veut exprimer des idées en français au français, il a énormément de mal à le faire. Il a énormément de mal à articuler ses idées. Et en plus, il a des idées très, très deep, tu vois, très élevées. Il veut essayer de faire passer des messages qui sont assez compliqués. Et du coup, il n'y arrive pas. Et les Français, qu'est-ce qu'ils font? Ils se foutent de sa gueule. C'est complètement ridicule, quoi. Mais, tu sais, tu as bien fait de parler de ça parce que j'ai eu le même problème au début parce que lorsque tu commences à avoir une pensée en anglais, tu ne peux pas traduire de l'anglais au non, français parce que ce n'est pas la même chose. Donc, lorsque j'avais commencé ma chaîne de YouTube en français, je continue à le faire jusqu'à maintenant. J'en ai rien à foutre parce qu'à la fin de la journée, c'est tant que le message passe, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. c'est ça. Parce que tu t'es Ouais. complètement reprogrammé en anglais. Et je trouve que faire ça, c'est super de pouvoir t'exprimer et de partager ton expérience. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ton expérience que tu veux partager. C'est ce que les gens veulent de toi. C'est exactement ça. Mais regarde, toi, ton audience, même si des fois tu fais enfin, tu n'arrives pas à trouver le mot et comme tu dis, c'est l'idée que tu transmets qui est importante. Et ton audience, justement, je pense qu'elle aime bien Ouais, ta façon de parler qui est un peu différente, tu vois. C'est ce qui fait ta personnalité. réalité, ouais. C'est le franglais. Mais les médias, ouais, le franglais. Le franglais. Mais les médias, oui, c'est ça. Les médias en France, le truc, c'est qu'ils aiment bien bâcher les gens, ils aiment bien détruire les gens comme ça. Voilà, c'est ce qu'ils font avec lui et c'est dommage parce qu'il passe à côté de beaucoup de choses. Ça fait de la peine. Donc, maintenant que tu as bougé en Floride, est-ce que tu es toujours dans le business de cascade? Qu'est-ce que tu fais? Bah, en fait, si tu veux, quand il y a eu tout le bordel qu'il y a eu en 2020, là, la pandémie, tout ça, les tournages se sont complètement arrêtés pendant 1 an. Et de toute façon, honnêtement, j'avais envie de faire un break à ce niveau-là. Du coup, vu qu'il n'y avait plus de tournage, j'ai développé beaucoup mes réseaux sociaux, etc. J'ai collaboré, je le faisais déjà un peu avant, mais j'ai collaboré avec pas mal de marques, de sponsors. Et donc, du coup, ces 2 dernières années, j'ai pas mal fait ça, quoi. J'ai un sponsor qui s'appelle Century Martial Arts. OK. Donc, je ne sais pas si tu vois qu'ils font les bobs sur lesquels je frappe tout le temps, tu vois. Tu OK. vois ce que c'est? C'est les Non, sacs de frappe qui ressemblent à un bonhomme comme ça. ah, OK, 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 je connais. Ouais, Voilà. Donc, ouais. je travaille avec eux. D'ailleurs, demain, je vais à LA pour tourner une pub pour eux pendant 3-4 jours. Donc, je travaille avec eux, je crée du contenu pour eux. Et voilà, je m'occupe de mes réseaux sociaux. Après, de nos jours, ce qui est bien, c'est que tu n'as plus besoin d'être à LA si tu veux continuer à travailler dans le entertainment, que tu sois un acteur ou un cascadeur, etc. Parce que déjà, la plupart des tournages ne se font plus à LA, ils se font à Atlanta, ils se font dans les États où il y a des tax credits. Donc, il y a très peu de tournages qui sont à LA et tout au niveau de ce qui est audition, etc., ça se fait par tape, par self-tape. Donc, tu Zoom. peux le faire de chez toi. Ouais. Zoom, etc. Et de plus en plus, depuis la pandémie, c'est de plus en plus comme ça. Du coup, maintenant, c'est ça l'avantage de notre époque, c'est que maintenant, tu peux vivre n'importe où dans le monde. Tu n'as plus besoin d'être dans les gros pôles comme Los Angeles. Donc moi, depuis que je suis en Floride, je me concentre plus sur les réseaux sociaux, sur créer du content. C'est ce que je gagne un peu ma vie comme ça, ou en faisant des pubs. Et après, j'ai décidé de me mettre un petit peu plus, de m'éloigner un petit peu du milieu de la cascade ou de l'entertainment et de n'accepter que les projets par lesquels je suis passionné. Parce qu'à un moment donné, en fait, j'en avais marre. Je ne voulais pas dépendre de cette industrie. Et j'en avais un peu marre. Des fois, tu as des sales ambiances sur les plateaux de tournage. Et du coup, je n'avais pas envie d'être dépendant de ça. Donc, je préfère être indépendant. Tu vois. C'est bien Voilà. d'être comme ça. C'est super bien d'être comme Ouais. ça. Lorsque tu arrives
à choisir les projets que tu veux faire, c'est une super chose parce que tu n'es pas désespéré. Parce que lorsqu'on est désespéré, au début, certes, en quelque sorte, tu es un petit peu désespéré parce qu'il faut que tu rentres dans le domaine, il faut que tu fasses n'importe quoi pour pouvoir vraiment planter ta graine, comme tu as dit, comme quoi Ouais, elle va pousser et tu vas avoir encore plus de travail. Mais après, lorsque tu commences à vraiment être sollicité pour ton service et tu commences à avoir beaucoup de travail, tu choisis le travail que tu veux faire. Et exactement. ça te donne encore plus de notoriété. À un moment donné, faut choisir quoi. Tu peux pas tout accepter et tu dois avoir un plan de carrière. Donc au Mm. début, tu travailles beaucoup, tu fais tout ce qu'on te demande, et puis après, tu as un plan de carrière et tu sélectionnes parce que sinon, tu travailles plus pour ta vision, tu travailles pour les autres. Et c'est important d'avoir une vision. Voilà. Tu es dans le plan de quelqu'un et tu n'as pas de plan. Tu C'est es sans ça, plan, mais tu es dans le plan de c'est quelqu'un. ça. Tu Exactement. travailles pour le rêve des autres. Donc après, on va t'appeler, tu vas venir, tu deviens un mercenaire et tu n'as plus de plan de travail, tu te perds et puis à un moment donné, voilà, Tu détestes ta chacun fait vie. comme il veut. Mais tu, ouais, dé- c'est ça, c'est ça. tu détestes ta vie. Et donc, donne-nous une journée typique d'Emilien. Tu te réveilles le matin. Bah, Quelle écoute, heure? Qu'est-ce que tu fais? euh, là, en ce moment, je viens de déménager, donc du coup, je ne connais pas grand monde ici. Je suis encore en train de prendre mes repères. Mhm. Mais en gros, je me lève toujours assez tôt, vers 5 heures, 5h30, max 6 heures. Mhm. J'aime bien me réveiller tôt. Je trouve que le matin, enfin, ça dépend des gens, mais moi, le matin, j'ai mon cerveau qui marche à 200 à l'heure. Et Mhm. je trouve que c'est le moment où je suis le plus aware, comme dirait mon âme, le plus Ouais. créatif. Donc, du coup, je me lève tôt, je prends mon café. J'essaie soit je réponds des emails, soit je check le crypto market ou Mhm. j'écris des idées sur papier de vidéos que je veux tourner, etc. Ensuite, après, je vais m'entraîner. Donc, je fais soit muscu, ou functional training, cardio ou arts martiaux. En général, je mange mon premier repas vers 1 heure. Donc, je fais intermittent fasting almost every Mhm. day, Mhm. presque tous les jours parce que moi, le matin, j'ai pas faim, donc je peux comprendre si tu as envie de. Enfin, si il y a des gens qui peuvent pas fonctionner tant qu'ils n'ont pas mangé, moi, c'est juste le café, quoi. Mhm. Et après, l'après-midi, pareil, soit je me réentraîne. En ce moment, je m'entraîne 2 fois parce que je prépare mon shoot, Mhm. ou soit j'essaie d'apprendre une skill, ou j'essaie de lire un bouquin ou d'écouter un podcast. Voilà, quoi, c'est des journées simples. Moi, c'est comme toi, hein, j'habite dans un endroit qui est hyper calme. J'ai la vue sur le lac, c'est tranquille, il n'y a pas trop de distractions. Et j'aime bien, à mon âge, je trouve que c'est super. Donc, Greg, il est reparti. En fait, il était venu avec moi, tu vois, aux États-Unis, les 2, 3 fois où on était venu avant que je bouge ici. Et moi, j'avais vraiment envie de bouger et j'avais pas d'attache en France. Lui, il avait des attaches, il avait déjà une copine sérieuse à l'époque et du coup, il est parti à Paris quand moi je suis parti aux États-Unis. Et après, il est reparti dans le sud. On n'est pas vraiment en contact en ce moment, mais je sais qu'il a une salle de sport et que tout va bien pour lui. Tu vois, il fait des tournages de temps en temps. Et, il a une salle de sport et tout va bien. Ouais, il était super cool aussi, très, très gentil. Donc, c'est quoi le plan pour le futur maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, j'aimerais bien faire mes propres projets. Mhm. Donc, comme je t'ai dit, moi, je veux vraiment sélectionner mes projets. Donc, essayer de trouver une équipe avec qui faire un putain de projet d'action Mhm. et continuer d'être actif sur les réseaux sociaux. Donc, continuer de bosser avec mes sponsors, éventuellement, à un moment donné, peut-être créer une gym à un moment donné. Mhm. Et donc, alterner entre les réseaux sociaux, ma passion qui est l'entraînement et mon autre passion qui est le cinéma. Cinéma. Voilà.
Est-ce que tu as pensé à faire peut-être une école de cascade ou une équipe de cascadeurs où tu crées un style? Parce que tu avais un style incroyable, je me rappelle de toi. Ton style, il n'était pas vraiment très, très connu parce que tu créais tes propres mouvements, en quelque sorte, de cascade. Créer un certain style, le développer et avoir des cascadeurs avec toi que les films peuvent embaucher et tu es le boss serait quelque chose de très, très intéressant pour toi. Enfin, juste une Ouais. suggestion pour toi. Bah, ça va dans le sens que je disais, ouais, créer une équipe, collaborer avec d'autres gens avec qui tu t'entends très très bien pour faire Ouais. des projets d'action, qu'ils soient petits ou grands. Parce que bah, moi, honnêtement, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pour moi enfin, le bonheur, la réussite, etc. Pour moi, c'est se lever le matin et être heureux de ce que tu fais. Ouais. Donc, si tu bosses avec des gens, tu as beau bosser sur des super films d'action, mais si tu te sens pas à l'aise, s'il y a beaucoup de conflits, je trouve que c'est pas, au long terme, c'est pas le bonheur. Moi, je préfère bosser sur des plus petits projets et être avec une équipe vraiment soudée, une équipe avec lesquelles il y a une très bonne ambiance et tu fais des projets, ouais, petits ou grands. Donc oui, pourquoi pas, ce serait que ce soit la cascade ou carrément créer une équipe de production pour faire des films. Par la suite, ouais, ce serait un de mes buts. C'est une super idée pour toi parce que je sais que tu pourras le faire et tu as la capacité de faire tout. Donc, tes entraînements de muscu, c'est du pur fonctionnel maintenant? Comment tu t'entraînes? Donne-nous un exemple d'entraînement muscu pour toi. Bah, j'alterne, honnêtement. J'alterne, je fais, on va dire en ce moment, tu vois, là, enfin, j'essaie de sécher pour le shoot, etc. Donc, je fais beaucoup de fonctionnel. Je fais très peu de poids. Je m'entraîne beaucoup dehors, donc soit avec une veste lestée, je fais, comment on dit, pull-ups, Ouais, dips. J'inclus des backflips, des burpees and backflips. flips, yeah. Tu fais toujours cette folie. Ouais, toujours. Mais non, mais c'est pour le show, mais c'est aussi pour la coordination et pour rester. Enfin, quand tu fais des backflip burpees, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, mais quand tu les fais, c'est une intensité que tu peux pas reproduire si tu Ouais. fais pas le backflip. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas que pour le show. Pour moi, je conseille à personne de s'entraîner comme ça. Mais pour moi, ça fait vraiment partie de ma routine d'entraînement pour garder mes réflexes, etc. J'ai remarqué Donc, ça. ouais, beaucoup fonctionnel, beaucoup d'arts martiaux, beaucoup de striking, quelques acrobaties encore. Et voilà, quoi. Mais je fais rarement de la force. Je fais rarement de tout ce qui est deadlift, squats, ou alors très léger parce que j'ai des problèmes au lower back. J'ai pas envie de les rendre enfin, pire. Hmm. Et j'essaie toujours de trouver des exos un petit peu différents que je trouve sur les réseaux sociaux. Là. Il y a un mec qui s'appelle Knees The Over toast. Toes. Guys, je sais pas Ouais. qu'est-ce que tu penses de lui. Mais Ah, putain, il j'ai est essayé très cet exercice. intelligent, le mec. Il est très Ouais. intelligent. Tu sais, j'ai vu son podcast avec Joe Rogan et tout ce qu'il Yeah. dit, c'est tellement logique que Ouais. j'ai dit à ma femme de voir son profil et je vais commencer à utiliser sa philosophie dans mes entraînements. Et le mec, parce que même moi, dans le bon vieux temps, je croyais à ça. Je croyais à Ouais. ça. On nous a appris de ne jamais avoir le genou qui dépasse la pointe des pieds parce que tu vas te faire Ouais. mal au genou, tu vas te blesser. En quelque sorte, respecte les angles de 90 degrés par rapport à ton squat. C'est ça la chose qui va vraiment te donner ce que tu veux. Alors que lui, il a complètement chamboulé tout. Il a dit quelque chose qui était très, très intéressant. Il a dit les accidents, ils ne vont pas apparaître durant le mouvement. C'est toujours lorsque tu t'arrêtes. C'est là où Mhm. tu vas Ouais. avoir l'accident ou la blessure. Et il a raison. La plupart du temps, c'est ça. Donc super, super intéressant ce qu'il avait dit. Tu me rappelles de ça. Ouais, j'ai commencé à incorporer ces certains mouvements là qu'il fait.
Donc, c'est le Nordic Arm Curl, Nordic Arm Curl OK. et le Reverse Extension. Putain, mais c'est super. Enfin, je ressens quand même une différence. Tu vois, j'avais des problèmes de balance entre mes hamstrings et mes quads. Et je trouve que ça les a plutôt fixés. Et que ça, moi, j'ai aussi eu des problèmes de genoux par rapport à tout ce que je faisais. Ouais. Et putain, je trouve que ça a vraiment, ça m'aide vraiment à avoir beaucoup plus de stabilité dans mes genoux, etc. Je voulais te poser cette question. Quel était le moment le plus horrible pour toi durant les cascades où tu voulais plus faire ce que tu faisais? Parce que lorsque vous faites les cascades, spécialement dans les films, vous arrêtez pas de les faire. C'est beaucoup de takes. Combien de takes, combien de fois vous allez les faire? Le producteur du film, il sait quelle scène il va utiliser. Donc, dis-moi, c'était quel moment? Parce qu'il y avait certains moments qui te faisaient vraiment vouloir quitter tout. Il y a 2 moments, je vais te donner les 2 exemples, où je me suis dit que en fait, j'allais pas, continuer dans la cascade, sans avoir un plan, heu à côté pour construire justement, bah, mon image et cetera, construire ma carrière et ma vision. Le premier, c'était en 2016. C'était justement, les gens se rendent pas compte combien de takes des fois, tu vois une action qui dure 10 secondes et tu dis: «C'est facile», mais tu te rends pas compte combien il y a de takes, combien il y a de prises les mecs ont fait. Et là, la cascade, en fait, il fallait passer d'une voiture. Donc, on était sur un pick-up truck. Yes. Derrière, on était une bande de 5 mecs et on doublait tous les personnages principaux d'une série pour Michael Bay. Et il fallait passer du pick-up truck sur un train, donc un train en marche, monter en haut du train, courir sur le train, tirer. Et il y avait un peu comme une gunfight, tu vois, entre les méchants et les gentils. Nous, on était les gentils. Et voilà, c'était une cascade qui durait à peu près 15 minutes qu'il fallait faire. Il fallait faire tout ce truc-là, tu vois. Et donc, c'était hyper fun la première fois. On le fait la première fois. C'est hyper fun. Et le réalisateur, il nous demande de faire une autre prise. Et encore une autre prise. Et encore une autre prise. Et à chaque fois, il y avait énormément de risques parce que des fois, tu avais la voiture qui s'approchait trop du train. Et des fois, donc, du coup, la voiture, elle manquait de t'écraser. Des fois, la voiture, elle était trop loin. Donc, tu avais un mec qui a sauté, qui a commencé. J'ai cru qu'il allait tomber sur le sol et mourir, se faire écraser par le train. Des fois, tu avais ton arme qui lâchait parce qu'on était, on avait des costumes de Marines et tu avais ton arme qui lâchait. Des fois, tu avais toujours une merde. Et il nous a fait faire ça 20 fois, je crois. 20 fois. Donc, ça a duré 5 heures. Et à chaque fois, il fallait le refaire. À chaque fois, tout reset. Donc, il fallait tout se remettait en place, le train reculait et tout. On recommençait, on recommençait, on recommençait. J'étais avec des anciens de l'Irak, des mecs qui avaient fait l'Irak avec moi. Je te jure, ils en pouvaient plus à la fin. À la fin, ils en pouvaient plus parce qu'ils disaient, putain, là, il nous fait faire je sais pas combien de takes. C'est plus possible, etc. Et c'est là que je me suis dit, putain, en fait, les réalisateurs, les producteurs, ils en ont rien à foutre de nous. Ils nous prennent pour de la viande un peu, tu vois. Et s'il y a un accident, ils en auront rien à foutre. Et il y a plein de cascadeurs qui meurent tous les ans sur des tournages. Des fois, on n'en entend même pas parler. Et là, je me suis dit, il faut pas que je reste dans cette position toute ma vie. Donc ça, c'était la première situation. La deuxième situation, c'est quelques jours après, je rencontre l'ancienne doublure de Jean-Claude Van Damme dans les années 90. Et c'était au moment où moi, j'allais doubler Jean-Claude Van Damme, tu vois. Et le mec, je dirais pas son nom, c'est quelqu'un de plus âgé. Il était alcoolique, il avait brain damage et il avait une vie qui me semblait très triste. Et du coup, il venait d'avoir une concussion qu'il avait eue sur un job il y a quelques jours avant. Donc, concussion, je ne sais pas comment on dit ça. Quand tu t'es tapé la tête fort. Quoi. Parce qu'il est pareil, il était dans une cascade et l'équipe technique a fait une erreur et bam, il s'est tapé la tête contre le mur et il avait une concussion.
Donc, il avait du mal à parler, il était lent, il n'avait pas forcément beaucoup d'argent. Et là, je me suis dit, c'est quand même bizarre que l'univers m'envoie ce message juste au moment où moi, je vais doubler Jean-Claude Van Damme. Il me montre ce que l'ancien double de Jean-Claude Van Damme est devenu, tu vois. Et ça m'a tourné dans la tête et je me suis dit, OK, c'est bien la cascade, c'est fun, mais il faut un plan de carrière parce que sinon, tu vas te retrouver à 55 ans et tu vas être dans sa position. Donc ça, c'est vraiment les deux faits marquants qui m'ont fait changer, shifter, tu vois, mon plan de carrière. Le premier film, c'était Michael Bay qui avait fait les robots, là, Transformers. Ouais. Alors, C'était c'était lui. produit par... Ouais, Michael Bay, c'est lui qui a fait les Transformers. Là, c'était une série, je ne me rappelle même plus le nom. C'est une série qui s'appelait The Last Ship, je pense, qui était produit par Michael Bay, donc réalisé par quelqu'un d'autre. Mais on nous avait... En fait, je trouvais que la façon dont on avait été traité, c'était... ils te traitent un petit peu comme des soldats, quoi. Tu es traité... Je ne vais pas me plaindre, hein, je veux dire, il y a des métiers beaucoup plus durs, attention. C'est quand même mon rêve. J'ai quand même pris du plaisir à faire cette scène. Mais c'est juste la considération où je me suis dit, est-ce que toi, tu veux être comme ça dans 20 ans? Est-ce que tu veux tout le temps te faire considérer comme ça? C'est en quelque sorte ce qui m'est arrivé parce que je suis devenu pro. Je me rappelle comme aujourd'hui, j'arrive dans la scène professionnelle avec tous les pros. Je croyais qu'ils allaient nous traiter avec du respect. Tu vois ce que je veux dire? Et je vois comment ils nous traitaient. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment être découragé de continuer les compétitions parce que pour moi, c'était, voilà, tu es arrivé au top, tu es avec eux, maintenant la guerre commence, la vraie guerre commence. Parce que là, tu es dedans maintenant. Et donc, j'avais commencé à avoir des doutes, mais ce qui a renforcé ces doutes, c'était ça. C'était la chose qui t'est arrivée avec ce mec, l'alcoolique, qui s'est cogné la tête. J'étais dans une gym, Angel City Fitness, si tu te rappelles de ça, je crois, non, tu n'étais pas encore venu à Los Angeles. Julien connaît cette gym. C'est là où je m'entraînais. Lorsque j'avais décidé de quitter Gold's Gym, aller dans un endroit plus strict, plus privé pour pouvoir faire mes entraînements pour les compètes, je m'entraînais là-bas. Et un jour, je me rappelle, j'étais en train de préparer une compète, je crois que c'est l'Arnold Classic. Et j'étais sur le vélo. Et tout d'un coup, je vois Robbie Robinson qui rentre. Tu le connais, Robbie Robinson, Oui. culturiste des années 70. Il s'entraîne toujours à Gold's Gym aujourd'hui. Toujours jusqu'à maintenant. Le mec, il était habillé comme un pauvre, il n'avait rien, il n'avait pas de voiture, il avait sa copine qui le ramenait à la gym pour s'entraîner et le mec, juste les entraînements, en train de prendre des photos de lui. Après, je l'ai regardé, je me suis regardé et je lui ai dit, je ne veux pas devenir comme lui. Ouais. C'est là où je me suis réveillé, je me rappelle comme aujourd'hui. Et je me suis dit, il faut que j'ai quelque chose à côté. Parce que là, ma carrière, j'ai certes un beau physique, je suis un top pro, et j'ai rien. Et c'est là où c'est là où la panique a commencé de vraiment bosser. J'ai pris ma retraite directement, tout le monde commence à péter les plombs. Oh mon Dieu, tu vas quitter maintenant, tu vas arriver au top, tu vas aller à l'Olympia. Non, je me casse. Et la plupart ne l'ont pas cru. Les photographes, les écrivains des magazines, non, tu vas revenir, tu vas revenir. Eh bien, un an sans entraînement, tout ce que j'ai fait, c'est bosser, bosser, bosser pour construire ce que j'ai maintenant. Voilà. Et maintenant, est-ce que tu regrettes aujourd'hui? Jamais. Non. Jamais. Et est-ce que tu as vu les gens qui étaient avec toi, tu regardes leur vie aujourd'hui, 20 ans après? Ils ont les titres, ils ont tout, mais ils n'ont rien. Ils ont perdu la santé. Leur vie, ouais, Certains sont morts. Et ça fait de la peine parce que la sagesse, ça ne se gagne pas du jour au lendemain. La sagesse, vient avec le temps. Mais des fois, tu as des moments comme ça où la sagesse commence à t'appeler et te dit, hey, il faut bouger. Et je crois que ce que tu as fait, c'est incroyable. Déjà, tu sais, le fait de réaliser ton rêve et d'être à Hollywood et faire les choses que tu as fait,
incroyable. Et tu es toujours jeune. Tu as quel âge maintenant, Emilien? J'ai 37. 37 ans. Donc, lorsque je t'avais rencontré, Mhm. tu avais 22, J'avais 21 ou 22, je sais plus. Ouais, 22 ans. non, 21 ans. Ouais. Tu avais 21 ans. Ouais. Ça passe, hein? Wow. Ça passe rapidement. C'était comme hier, hein. Ouais, ben, en fait, quand je pense à cette époque-là, j'ai pas l'impression. Bah, en fait, j'étais vraiment un gamin, même dans la tête. Enfin, je pense que j'étais très naïf, etc. Mais au final, tu te sens pas très différent, tu vois. Et j'ai pas l'impression que tu aies changé beaucoup, toi, hein, non plus physiquement. Toujours le Physiquement, même. j'ai toujours le même. Je n'ai pas changé. Mais ce que j'ai remarqué avec toi, tu as toujours été posé. Tu as toujours été le gars focus. Tu gardes ton focus sur toi. Tu n'étais pas la frivole, hein. Et je me suis dit, Non, oui, à chaque fois que je te voyais, les entraînements, tu n'avais jamais changé. L'Emilien que j'ai rencontré il y a 16 ans, c'est toujours l'Emilien d'aujourd'hui. Et c'est incroyable que tu aies resté comme ça. C'est vraiment incroyable, Emilien. Donc maintenant, tu comptes merci. rester avec plaisir. Après, c'est la vérité, hein. Donc, une autre question rapidement. Quelle est la personne qui te motive le plus dans ta vie, mort ou vivante, qui t'inspire à faire les choses que tu es en train de faire en ce moment? Cette personne. Moi, je te dirais, bah, ça dépend à quel âge. Tu vois, quand j'étais très, très jeune, c'était Bruce Lee. Ça a été vraiment tu vois, le mec qui m'a le plus inspiré quand j'ai commencé les arts martiaux, parce que j'avais vu Opération Dragon à l'époque et c'était vraiment le mec, ouais, voilà, c'était vraiment la motivation. Ensuite, il y a eu Van Damme, Arnold, Stallone. Tous ces mecs-là, on a tous eu les mêmes modèles à l'époque. Mais maintenant, en fait, je pense que j'ai pas vraiment une personne qui me motive. J'essaie de trouver la motivation un peu à droite, à gauche, quoi. Parce que si tu te concentres que si il y a qu'une personne qui te motive, si un jour cette personne, elle te déçoit, qu'est-ce que tu vas faire? Tout ton truc, toute ta vision va s'écrouler. Écroulé, ouais. Du coup, voilà, quand t'es gamin, c'est normal. Moi, Bruce Lee, Van Damme, pour moi, c'était des demi-dieux, tu vois. Mais maintenant, bah, en fait, tu te rends compte que c'est que des humains et Mhm. qu'il faut chercher ta motivation un petit peu partout. Et c'est ça qui est super avec les réseaux sociaux et YouTube, etc. C'est que tu rencontres, il y a une plateforme pour tout plein de personnes différentes et tu peux aller chercher à droite, à gauche et trouver ta motivation. Est-ce que ça t'arrive des fois d'être démotivé? Tu ne veux pas t'entraîner, tu ne veux rien faire. Franchement, très, très rarement, quoi. En fait, j'aime tellement m'entraîner que pour moi, je vois ça. Ça m'arrive hein, d'être déprimé et tout, enfin, comme tout le monde. Des fois, tu as des mauvaises journées, tu reçois une mauvaise nouvelle. Mais, euh, mais en fait, l'entraînement, c'est tellement quelque chose qui me permet de m'échapper que du coup, non, en fait. À part quand je suis blessé et que je peux pas m'entraîner, c'est là que c'est dur. C'est là que c'est dur parce que je peux pas m'évader, tu vois. Alors, j'essaie de faire d'autres trucs, j'essaie de lire, d'écouter des audibles ou des podcasts et tout, mais non, en général, vu que c'est un échappatoire, l'entraînement, non, non. Quelle est la plus grande blessure que tu as eue? La plus grande blessure, ah bah ça, c'est en fait quand je suis arrivé aux États-Unis. Hmm. Donc, je suis arrivé en 2007 et j'avais pas de couverture sociale forcément là-bas et je j'avais pas d'argent non plus. Et en fait, 2 mois après arriver aux États-Unis, je me suis fait les ligaments croisés sur une double vrille. Donc, j'ai fait une double vrille. J'ai atterri. J'ai senti un clac dans mon genou. Et j'ai regardé mon genou. Je pouvais plus me lever. Euh, et donc, bah, pendant une demi-heure, j'ai pas pu me lever. Le lendemain, j'ai vu que j'avais toute la malléole couverte de liquide. J'avais du sang sous le pied. J'avais mon calf, mon mollet Olé. qui fonctionnait plus. Et quand je pliais ma jambe, j'avais un bout de quelque chose qui sortait du genou, tu vois, qui était sous la peau.
Et je me suis dit: «Oh, comment je vais faire?» Donc je me suis dit: «Soit je rentre en France et je me fais opérer», parce que j'avais regardé sur internet, je dis: «Bon, je crois que c'est les croisés et il y a peut-être aussi, d'autres trucs, le ménisque, le mollet et cetera, ou soit, bah, je j'attends un petit peu et je vois comment ça se passe». Et en fait, j'ai jamais fait d'opération. J'ai fait beaucoup de rehab, des trucs, des gens qui m'ont donné des conseils, j'ai regardé sur internet. Et heu et ça a pris 1 an, mais je suis revenu, au bout d'1 an, j'étais à 80. Au bout d'1 an et demi, j'étais à 100 de retour, sans surgery, sans opération. Mais ça a Waouh, vraiment été la plus la blessure la plus violente que j'ai eue. waouh. Et tu as récupéré. Ouais, et j'ai tout récupéré. Et ce qui est drôle, je veux pas dire, hein, c'est des fois, il y a des opérations qui sont nécessaires, mais j'ai des potes qui ont eu la même blessure que moi, peut-être même moins pire, et qui, se sont fait opérer et qui ont eu le ligament qui a lâché, plusieurs fois d'affilée. Ils ont dû se faire repérer 2, 3, 4 fois. Moi, je me suis pas fait opérer et ça fait 15 ans maintenant. Bah, c'était quoi? 2008. Ça fait, ouais, 15 ans, que j'ai eu cette blessure. Et à part des fois, de temps en temps, je sens qu'il y a une petite douleur, mais c'est très, très rare. C'est à 100 de back to normal. Incroyable revenir après cette blessure. Ouh. Ouais. Et toi, tu as eu une grosse blessure? Moi, c'est ce qui m'a. Moi, je suis déchiré le pec. C'est comme ça Mmh. que ma carrière était Ah ouais, finie, ouais. hein, parce que le cauchemar de chaque culturiste professionnel sur le Ouais. podium, c'est les déchirures de pec. Et Mais tu peux te le faire réinsérer après. non, c'est trop tard. Parce que Tu vois? lorsque je l'avais fait, Ah, je ne croyais pas que c'était aussi. Je crois que c'était partiel un petit peu. C'était pas partiel. ouais, Et c'était complet. c'était complet. Et Mmh. donc, ça a développé des cicatrices. Et après, par rapport à le look et mon génétique, parce que j'ai des pecs qui sont carrés, tu vois ce que je veux dire? Donc, Mmh. ça se voyait encore pire. Et je l'avais fait 6 mois avant la compète pour avoir ma carte pro. Donc, j'étais Waouh! obligé soit t'entraîner et faire la compète ou oublie. Eh ben, je me suis entraîné, j'ai fait la diète, j'ai fait rehab comme toi. Mais durant la compète, c'était flagrant. C'est là, les juges voient ça Ouais, et c'est ça, terminé, ouais. ça a créé cette. J'étais plus le même. Mentalement, Ouais. par rapport à mon physique, même il y avait des gens qui disaient, oh, on ne la voit pas. Je dis, si, je la vois. C'est moi, c'est pas. Les juges, je sais que les juges vont te marquer. Ils vont pas te, ils vont t'enlever des points pour ça. Parce que c'est pas Et c'est beau. arrivé comment? Développé couché, C'est combien de arrivé temps? comment? Développé couché. Ah, Je faisais 180 tu kilos de développé couché. Ce n'était pas le poids, hein, c'était la position. Maintenant ouais. que je connais plus mon anatomie et je connais plus mon travail, je ne savais pas ça durant ces moments, des années, c'était en 1999. Le développé couché, le banc du développé couché, ça reste toujours le même bordel. Personne n'a pensé à changer les bancs de développé couché, sauf une compagnie française qui s'appelle Larocque, qui vient tout juste de corriger le problème. C'est que si tu as remarqué dans les bancs de développé couché, les bancs ils sont un petit peu étroits, ils ne sont pas vraiment larges. Ouais, Lorsque tu as des clavicules larges et une cage thoracique qui est un petit peu ample, avec des clavicules larges, tu as tendance à avoir les omoplates qui sont très, très mobiles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as des problèmes ouais, ouais. aussi à garder ta cage thoracique gonflée. Donc, ils sont mobiles. Et donc, ça s'effondre, ça s'est effondré. Donc, ils ont bougé et c'est là, paf! C'est Oh là là. pété. Hein. Ce qui était aussi stupide de ma part, c'est que j'avais arrêté le développé couché pendant 4 ans. Je Mmh. ne le faisais pas. Que les haltères. Et mes pecs se développaient super bien. Et quand je voulais vraiment revenir en force, je suis repartir dans les mouvements de base, développer couché, les rowing, les deadlifts et tout. Et j'avais pris beaucoup de masse musculaire. Et, euh, et ben, je l'ai fait, je l'ai fait. C'est comme ça, tu sais, des fois tu te dis pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi. Mais regarde, si j'avais pas la blessure, j'aurais continué à aller à l'Olympia, mais je ne serais pas ici en train de te parler Ouais. et faire les choses que je suis en train de faire. Donc, je suis OK avec. À un moment donné, je n'étais pas OK avec pendant un bon bout de temps lorsque je faisais les compètes. J'étais vraiment.
déçu de moi et les choses que j'avais faites. Mais maintenant, après, dès que j'ai pris ma retraite, je l'ai reconnu et j'ai continué à faire les choses que je suis en train de faire et je suis très, très content des choses que je suis en train de faire. Donc, Emilien, c'était vraiment un plaisir de te parler. Super gentil de ta part d'avoir pris le temps de me parler. Tu es une personne super, super intéressante et je crois que tu vas continuer à évoluer, à faire les choses que tu es en train de faire parce que tu es né pour faire ça et tu es en train de le faire. Merci à toi. Et écoute, on fait ça quand tu veux, avec plaisir. Tu lances une chaîne en anglais, non? C'est ça, hein? Oui, j'ai redémarré la chaîne en anglais un petit peu, tout doucement. J'ai Cool. tellement à faire. Je suis en train de faire ça, les podcasts, les vidéos. J'ai mon académie à gérer. Il y a tellement de boulot, mais j'aimerais vraiment, vraiment redémarrer la chaîne américaine. J'ai commencé à faire quelques vidéos, tout doucement. Lorsque je déménage au Texas, j'aurai encore plus de temps, enfin j'espère, pour en faire encore plus. Tu adores le nouveau style de vidéo que je suis en train de faire, le mec qui n'en a rien à foutre. Tu les as vus? Tu les as vus? Non, j'en ai vu quelques-unes, ouais. Ouais, Ouais, c'est bien. ouais. Mais je trouve que c'est bien que tu fasses en anglais aussi, parce que je pense que tu as beaucoup à apporter aussi Ouais, je aux vais le faire. anglophones, quoi. Je vais le faire. Et à la base, je me rappelle, en 2006, tu avais commencé en anglais, donc maintenant tu reviens à ça, donc c'est bien. C'est super. Je pense que ça va marcher. Non, je vais le faire. Je vais continuer à faire ce que je suis en train de faire et le faire en anglais parce que je trouve que c'est important de partager. Tu sais, tu m'as toujours connu et tu as vu comment je suis. Je suis quelqu'un qui est 200 km à l'heure chaque jour. Je n'arrête pas de créer, à innover, faire les choses, le vidéo iPod, ma plateforme, toutes les choses que je fais, je suis tout le temps en train de faire les choses. Et des fois, tu sais, lorsque tu fais tellement, tu te perds. Avec le temps, tu commences à apprendre. Tu vois ce que je veux dire? À vraiment structurer ta façon d'approcher les choses. Parce que des fois, tu crois que tu es en train d'aller vers quelque chose qui va réussir alors que tu es dans le mauvais chemin. Donc maintenant, le plus je gagne de l'âge, le plus j'arrive à vraiment penser, focaliser sur une chose. Dès que tu l'as fini, tu commences l'autre chose. Des fois, je commence quelque chose et je m'excite pour une autre chose. Je n'ai même pas fini cette chose, boum, j'attaque l'autre chose. Donc, tu es éparpillé. C'est ça le mot que je voulais vraiment utiliser. Éparpillé. Il faut rester focus Focus sur une vision. Ouais. sur une vision, une seule vision. Donc, j'espère te voir à LA si tu reviens ici un de ces jours. De toute façon, moi, je me casse dans 3 mois, Inch'Allah, comme on dit. Ouais. Et on gardera contact, OK? Tu vas où au Texas? T'es dans quelle ville? Dans le nord. Je suis dans le nord. Ok. Je vais être à Plano. Plano, c'est une communauté musulmane, enfin mixte, il y a de tout. C'est la deuxième plus grande communauté musulmane. Je suis parti là-bas, c'est super. C'est beau, c'est propre. Je vais acheter une maison. Ça fait presque 5 ans que je suis en train de vraiment économiser pour acheter ma maison complètement. Je veux vraiment finir ma vie dans un endroit encore plus calme. Je fais les choses que je fais. J'adore voyager maintenant. Je suis en ligne, donc j'ai l'opportunité de vraiment voyager encore plus et éduquer. Je suis dans l'éducation. Tout le monde me dit, allez, quand est-ce que tu vas lancer ta ligne de compléments alimentaires? Quand est-ce que tu vas faire? Non, pas de compléments alimentaires, pas de ça. Je vais rester dans l'éducation. J'ai mon école de coach. Maintenant, je certifie les coachs pour devenir encore des coachs plus compétents. J'ai mon académie pour mes élèves. Je fais mes trucs. Je m'amuse sur YouTube, comme tu es en train de voir, et je suis content. Donc, merci encore et je te parlerai la prochaine fois. Cool? Merci et Avec à plaisir. très, très bientôt. À plaisir. Bye.